Ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans le game de l'éducation en ligne et de l'infopreneuriat. Et pour 2026, j'avais envie de faire mes prédictions. Ces prédictions, elles sont le fruit de plus d'une cinquantaine de discussions que j'ai pu avoir, à la fois avec mes clients, des infopreneurs que j'ai rencontrés en mastermind ou en appel de coaching, avec des agences de closing, des closers, des agences Discord, etc., etc. Vraiment avec l'écosystème dans sa globalité. Et puis surtout, mes convictions, de par mon parcours qui est un peu différent, où moi je viens du monde de la startup à la base, j'ai fait 10 ans de marketing avant de rentrer dans ce milieu-là. Donc voilà, je vais vous faire une synthèse. Pour vous faire un petit teasing, on va voir les niches qui selon moi vont mieux marcher en 2026 et dans les années à venir. Les trends en publicité, comment ça va évoluer, dans quelle direction ça va aller. Et les challenges, donc c'est le format qui a vraiment explosé en 2025. Comment ça va évoluer en 2026, comment il va falloir s'ajuster. Allez, c'est parti. Première conviction, c'est que les formations en B2B vont exploser selon moi. Donc si je simplifie, on a d'un côté le B2C et de l'autre côté le B2B. Donc le B2C, c'est aujourd'hui le très gros du marché. Ça va continuer de se développer, mais je pense qu'on a atteint un niveau de maturité. Donc on n'aura plus des gros pourcentages d'année en année. De l'autre côté, en B2B, on a un peu deux catégories en réalité. On a ce que moi j'appelle le petit B2B. Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a un terme spécifique pour ça. Et le B2B finalement classique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'éducation en ligne, le petit B2B, et c'est intéressant, et on va voir pourquoi. Petit B2B, pour moi, c'est des solopreneurs, c'est des entreprises avec peut-être 0 salarié, ou du coup c'est uniquement la personne, ou 1 ou 2 salariés. Pourquoi ça c'est intéressant de le distinguer? C'est parce qu'en fait, ça va être un petit peu les mêmes modes de consommation que le B2C, en réalité. Et du coup, moi, ma conviction, c'est que ces deux poches-là vont très grandement grandir, notamment celle-là en premier, et ensuite, dans un deuxième temps, ici. Donc je pense que tous les commerces, tous les solo business et tous les libéraux, donc ça, c'est toutes les poches qui vont vraiment se développer. Je pense que demain, il y aura une personne pour tous les types de commerçants. Il y aura pour les bouchers, pour les coiffeurs, les restaurateurs, etc., etc. Pour les libéraux, il y aura un expert sur chacun des métiers. Et je peux vous donner un peu quelques exemples des personnes que j'ai identifiées qui se développent. Il y a plombier, avocat, docteur, podologue, restaurateur, coiffeur. Dans le BTP aussi, il y a pas mal d'acteurs. Ça, c'est ma conviction, c'est que ça va de plus en plus se fragmenter. Et les enjeux, au final, c'est un peu toujours les mêmes. En gros, si je prends l'exemple du coiffeur, c'est je suis un très bon coiffeur, mais en gros, je ne sais pas gérer mon institut. Et dans je ne sais pas gérer, il y a 3 dimensions. Il y a la partie généralement équipe, puisque c'est une des douleurs principales dans pas mal de business. Il y a le volet trouver des clients, et on va dire plus finance, KPIs, sens large. Donc voilà, en fait, ça, c'est vraiment les 3 points que tous ces métiers-là vont avoir. Enfin, globalement, c'est les points que toutes les entreprises ont, mais qui sont particulièrement vrais pour ces business. Parce qu'en fait, c'est des business où souvent, c'est des métiers passion, ou c'est des métiers d'expertise. Je suis passionné de boucherie, voilà, je me lance dedans, j'apprends la technique pour couper la viande, etc. Mais je ne sais pas, en gros, maîtriser ces 3 éléments, et du coup, mon business se développe pas. La deuxième conviction, c'est que le prix de la pub va augmenter. Alors là, je pense que vous allez me dire, oui, ok, génial, la conviction, on est déjà au courant. En moyenne, ce qu'on constate sur Meta, c'est qu'il y a une hausse de 15% du CPM chaque année. Donc ça, c'est vraiment à avoir en compte si aujourd'hui, votre business il dépend uniquement de la publicité. Dites-vous que si aujourd'hui, vous avez un CPL, par exemple, à 10 euros en dépensant 10 000 euros par mois, demain, euh, si vous voulez avoir autant de leads, vous devrez dépenser 1500 euros de plus. Ou alors, si vous voulez maintenir un CPL à 10 euros, il faudra peut-être dépenser moins. Et l'option 2, ça va être, pour maintenir le CPL à 10 euros, peut-être qu'il faudra dépenser 8K.
Et donc, ça voudra dire X leads en moins. Une fois qu'on s'est dit ça, voilà, c'est quelque chose de sûr. C'est plutôt ce qui va être intéressant, c'est comment on va réagir. Et le premier point que maintenant tout le monde a assimilé, c'est que il faut faire plus de publicité. Et c'est là où je pense que l'IA va jouer un rôle. L'IA va jouer un rôle. Il va y avoir, je pense, beaucoup de tests qui vont être faits. Là, en ce moment, il y a Banana, il y a Arcade. Ça, c'est des outils qui permettent de générer des ads avec l'IA. Mais du coup, il va y avoir une accélération des tests et on verra du coup si il y a des succès ou pas. Le deuxième levier, ça va être de faire des pubs en featuring. Et ça, je l'ai vu avec un client qui avait des publicités, pour donner un chiffre rond, à 10 euros le CPL. Il a fait des pubs en featuring avec une personne qui passe à la télé, qui est vraiment super connue. Le coût par lead a été divisé par 2. Donc, je pense que ça va être un des leviers qui va être activé pour casser un peu des plafonds de verre. Après, ça a un coût, sauf si c'est quelqu'un qu'on connaît, mais ça a un coût. Donc, du coup, pour que ça puisse se justifier, il faut avoir un minimum de budget ads. Et enfin, le troisième point, c'est si là-dessus, on ne peut plus vraiment jouer sur la partie ads, il va y avoir un focus sur la LTV. C'était déjà le cas, mais on va y aller encore de plus en plus. Et donc, la LTV, c'est quoi? C'est une fois que la personne est client, avoir la stratégie d'upsell. En fait, ça va devenir vraiment nécessaire pour pouvoir continuer d'être rentable. Parce qu'à un moment, un webinaire, on ne pourra pas avoir 80% de vente ou un appel de closing, on ne pourra jamais avoir 80%. À un moment, on va être contracté. Soit la première réaction, ce sera du coup, ici, baisser les budgets pour pouvoir maintenir la rentabilité, soit il va falloir augmenter la valeur des clients. Ma troisième conviction, c'est que les formateurs entre 40 et 100 cas par mois vont disparaître. Et donc, du coup, qu'on va avoir plutôt des sortes de micro-formateurs et des très gros. Je pense que ça va se polariser entre deux typologies d'acteurs. En fait, ce que vraiment je constate, c'est qu'il y a une vallée de la mort au-dessus des 40K. Et à un moment donné, le formateur, il a deux choix. Soit de rediminuer, de resimplifier, soit de monter plus haut. En fait, qu'est-ce qui se passe? De 0 à 30K, on peut quasiment faire tout soi-même et peut-être une agence marketing avec avec un forfait, etc. Quand on va passer de 30 ou 40 à 100K, on va avoir pas mal de challenges en plus. On va avoir des sujets de team. Donc au niveau du customer success, on va souvent avoir besoin d'un pôle closing. On va aller chercher des leads moins chauds. Et donc tout ça fait que il y a une transition qui est un petit peu compliquée où on peut se retrouver du coup avec plus de travail et en gros ISO marge collectée. Et je pense que cette vallée de la mort, elle va s'accentuer avec le marketing digital, enfin l'évolution du marketing digital et de la publicité. Ça va être de plus en plus dur de passer des caps pour aller plus loin. La quatrième conviction, c'est les formats live vont exploser. Donc j'entends par là le streaming, les webinaires, les challenges, les séminaires, tous ces formats, on peut avoir des interactions. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est l'envie de formats, on va dire, naturels et spontanés du marché. Mais le deuxième point, c'est une réaction à l'IA. Parce qu'en fait, demain, si avec l'IA, on peut faire les emails, les pubs, l'organique, le public, déjà, il va être moins réceptif. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces formats vont avoir tendance un petit peu à se lisser, à se ressembler, et il va y avoir beaucoup d'homogénéité. Je pense que les prospects vont assimiler que ces contenus-là sont réalisés avec l'IA, et du coup, leur prise de décision, ils ne voudront plus la baser sur ces éléments-là, et ils vont la basculer sur les événements live. Et le deuxième point, c'est que en fait, ça va être plus dur de faire la différence avec ses compétiteurs. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes 9 sur 10 en pub, voilà, et le reste du marché, aujourd'hui, il est peut-être à 5 sur 10. Okay, donc là, vous faites une grosse différence. Demain, avec l'IA, celui qui fait 5, il va peut-être passer à 7,5. Et si vous restez à 9, là, l'écart,
il est plus aussi important qu'avant. C'est à la fois les prospects qui, je pense, vont donner moins d'importance à ces formats-là. Et de l'autre côté, bah, juste d'un point de vue comment faire la différence avec la compétition, bah, ça va être nécessaire d'avancer. Parce que on n'en parle pas tant que ça, mais par exemple sur la pub, en gros, imaginons que vous faites de la pub pour... je fais un truc simple. Comment trouver des clients avec LinkedIn. Quand le prospect voit votre pub, alors après, il va se prendre en gros le concurrent 1, le concurrent 2, le concurrent 3, et ensuite il va se prendre quelqu'un qui fait du Instagram pour la même niche que vous, le concurrent 1, etc. etc. Ça, c'est comment fonctionne aujourd'hui Meta. C'est-à-dire que dès que quelqu'un montre un intérêt pour une marque, il y a tous les concurrents qui vont diffuser sur cette personne-là. S'il n'y a plus assez d'écart entre vos contenus à vous et les autres, bah, ça ne va pas être suffisant pour vous. Et donc, là où vous allez pouvoir garder votre différence, ça va être sur les formats live. Ma cinquième conviction, c'est que les challenges vont atteindre un niveau de maturité en 2026. Si on retrace rapidement 2025, hop, on a eu en début d'année, ici, on a eu Yomi, et après, on a eu, enfin à peu près dans la même période, Green Bull. Et ça fait partie des top players dans l'infopreneur, et ils ont fait des scores monstrueux, plus de 10 millions d'euros. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément, tous les autres acteurs du marché ont vu ça, et c'était déjà en 2024, ça fonctionnait, c'était déjà une très bonne année pour les challenges, mais on va dire que ça s'est accentué sur toute la période. Il y a eu beaucoup de tests, beaucoup de gens qui se sont lancés, il y a eu des beaux résultats, ça a continué, etc. Et ce qu'on a observé, c'est que sur la fin d'année, il y a eu les premières personnes qui ont eu en tout cas des moins bonnes performances qu'elles faisaient avant. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, avec un niveau d'effort, on obtenait X, là, c'est que même niveau d'effort générait moins. Donc là-dessus, moi, mon premier point, c'est si vous faisiez des challenges avant, pour maintenir le même niveau, il faudra faire plus. Voilà. Faire plus pour obtenir en gros le même niveau de CA / profit. Et le deuxième point, c'est qu'il va y avoir encore des gens qui vont se lancer. Et ça, je le vois avec toutes les discussions que je peux avoir. Il y a encore peut-être les 3/4 des infopreneurs qui ont en tout cas les capacités qui correspondent à quelqu'un qui peut lancer un challenge, qui ne se sont pas encore lancés. Et beaucoup, notamment qui sont avec une VSL ou avec des Webby, ils ont les mêmes retours. Ceux avec qui je parle, qui font des Webby, me disent voilà, ça se rétracte un petit peu, on sent que ça marche un petit peu moins bien, que le marché se durcit un tout petit peu, il y a besoin de plus de confiance, etc. Ceux qui sont sur la VSL, c'est encore pire. Et donc, forcément, le challenge paraît un petit peu comme la solution au miracle. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais donc, du coup, il va y avoir encore beaucoup de gens qui vont se lancer dans les challenges, des nouvelles niches, etc. Et voilà, c'est un format qui va continuer de fonctionner. On va arriver un petit peu à maturité, c'est-à-dire que je pense, comme je disais sur le point 1, va falloir faire plus pour obtenir les mêmes résultats qu'avant. Mais ça va rester un tunnel qui fonctionne très très bien. Le but, c'est pas de vendre du rêve sur le challenge. Hein. C'est quand même un tunnel qui est énergivore, qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de mise en place, mais en tout cas qui génère des bons niveaux de profit. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos convictions, parmi celles que j'ai partagées, lesquelles vous semblent bonnes, moins bonnes. Apportez de la nuance, je suis vraiment preneur de feedback, j'adore ce genre de débat. Et si en 2026, vous voulez mettre en place des challenges ou des webinaires, vous pouvez m'écrire sur Instagram, I am David Varol, et ce sera un plaisir de soit vous partager le playbook, soit réaliser un audit de votre tunnel. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.